Bonsoir à toutes et à tous, on est content, on est avec Georges Spira, on continue à parler des Juifs de Pologne grâce à Midreshet Yehuda Manito. Bechavod et Shana Tova à tous. Merci. Johan, tu me mets en grand, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, bonsoir tout le monde. Content de se retrouver. On va commencer tout de suite par une bonne nouvelle. Ça fait du bien quand même. C'est nos amis Kim et Michel Schneider sont devenus arrière-grands-parents d'une arrière-petite-fille. Donc, Mazel Tov à eux. Ça, c'est des bonnes nouvelles. On peut les prendre. On en a eu plusieurs des bonnes nouvelles cette semaine, pas des nouvelles que j'annonce, mais vous savez ce qui s'est passé au Liban, et ça donne un bon coup de morale un petit peu à tout le monde. Voilà, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, avec un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois, très court parce que c'est déjà un résumé, donc on résume le résumé, mais je suis toujours encore dans le rappel de ce que nous avions déjà vu il y a 3-4 ans, avant de continuer notre histoire. La dernière fois, on a parlé de l'arrivée des Juifs en Lituanie. La Lituanie qui va fonder un seul pays en commun avec la Pologne par des mariages. Alors l'histoire de la Pologne elle-même est extrêmement compliquée, je ne vais pas vous la raconter, mais les Juifs là-dedans sont ballottés. Toujours est-il que des Juifs arrivent en Lituanie, on en trouve au XVe siècle environ 20 à 30 000, on n'a pas des chiffres exacts, répartis dans une soixantaine de communautés. Cela dit, il y a des villes qui sont déclarées non tolerandis, c'est-à-dire qui n'acceptent pas la présence de Juifs, mais ce n'est pas la majorité. Il y a aussi beaucoup de villes privées, c'est-à-dire qui appartiennent à un potentat, un noble, et pour la bonne bouche, il y a des Juifs qui ont été propriétaires de villages entiers. Donc des Juifs qui étaient arrivés très haut dans l'échelle sociale et qui sont devenus très riches et qui ont été propriétaires de villages entiers. Ben, pour l'essentiel, c'est de la noblesse. Et dans ces villes, dirigées par un comte, un duc, un prince, n'importe qui, les Juifs ont toujours des privilèges, notamment c'est eux qui afferment les domaines et les terrains, c'est-à-dire qu'ils sont responsables de la gestion du domaine du noble et sont rémunérés là-dessus, évidemment, en proportion. Ce sera la source de leur gros problème avec les Cosaques. À telle enseigne d'ailleurs que les Juifs vont participer à la défense de leur village ou de leur ville. Un petit peu plus tard, fin de la première moitié du XVIIe siècle, vers 1650-45 par là, on trouve en Lituanie 750 nouvelles villes. Alors villes, il ne faut pas exagérer, ce sont des gros villages, des bourgs, 750 nouvelles villes qui sont propriétés de nobles ou de gens un peu plus riches qu'on appelle les magnats. Et les Juifs sont intendants sur tous ces domaines. Et quand ils gèrent plusieurs domaines, ce qui arrive aussi, ils ont le droit d'engager d'autres Juifs comme aubergistes, meuniers, toutes sortes de professions artisanales. Et évidemment, il y a des tensions entre les Juifs administrateurs et les serfs polonais ou lituaniens qui travaillent. On verra le même phénomène, exactement le même, en Ukraine. Alors, autre chose quand même, les Juifs, de par leur position, contrôlent toutes les exportations agricoles, ce qui est essentiel pour le roi de Pologne, parce que c'est une importante source de revenus pour la Pologne. Et donc, il y a un accord entre le roi de Pologne et les Juifs. Et c'est à cette époque-là, on est là au XVIIe et XVIIIe siècle, qu'apparaîtront les Juifs de cour, Hofjude en allemand, ces Juifs de cour qui sont bien en cour, comme leur nom l'indique, parce qu'ils rendent d'énormes services à la couronne. Et donc, ils ont toutes sortes de privilèges également. Ça, c'est une chose dont nous avons parlé. La deuxième chose, très importante, c'était l'histoire du Vad Arba Aratzot, le Conseil des 4 pays, qui est un statut unique dans l'histoire des Juifs en diaspora, un statut d'autonomie totale. Ce VAD, cette communauté des quatre pays, va être officialisée en 1580
et va durer jusqu'en 1764, c'est-à-dire presque 200 ans où les Juifs sont totalement autonomes. Évidemment, ils sont sous l'autorité de la couronne, mais ils sont autonomes dans tous les domaines. Gestion de la communauté, gestion des finances, gestion des impôts, gestion de l'architecture, de l'urbanisme, tout ce que vous voulez. Vente de terrain, ils ont autorité. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'histoire de cette communauté. Elle commence déjà en 1551, mais elle n'est pas encore tout à fait officielle. Mais en 1551, les Juifs obtiennent le droit par le roi de Pologne de nommer eux-mêmes leur grand rabbin. Et un des premiers qui sera nommé sera le Réma, Rabbi Moshe Isserles de Cracovie. Et on a aussi parlé du Maharal de Prague, qui a été grand rabbin de Bohême. Voilà, la même organisation va être instaurée en Lituanie en 1623. Alors, l'organisation du Vaad, proprement dit, et son implication dans tous les aspects de la vie juive vont évidemment provoquer des tensions. Le Vaad est officiellement créé par le contrat de Lublin en 1580, pardon. Il y a deux comités là-dedans. Il y a un comité rabbinique et il y a un comité laïque. Le comité laïque, ce n'est pas laïque au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est simplement ceux qui ne sont pas rabbins, mais qui sont dans les affaires, dans le travail. Et évidemment, il y a souvent des tensions entre les deux groupes de dirigeants. Il y a des tensions également à l'intérieur de la communauté, entre les riches et les pauvres, entre les habitants des villes plus émancipés un petit peu et les habitants des campagnes, pas au niveau religieux, à ce moment-là, là, tout le monde file droit, le Vaad veille à ce qu'on mange cachère, à ce qu'on respecte le Shabbat et les Chagim, donc ça c'est très très bien réglementé. Voilà. Et puis le dernier point qu'on avait vu, c'est qu'en 1596, la capitale de la Pologne passe de Cracovie à Varsovie, ce qui géographiquement est logique. Varsovie est beaucoup plus centrale par rapport à la Pologne, c'est vraiment en plein cœur de la Pologne, par rapport à Cracovie, qui est au sud-est de la Pologne. Voilà, nous en étions là. J'avais commencé un tout petit peu les prémices de Chmielnicki, mais je vous les rappelle rapidement aussi, parce qu'on voit vraiment où on arrive. Vous savez, cette histoire de Chmielnicki est vraiment quelque chose de très très lourd dans la mémoire collective des Juifs polonais. Ça a été vu comme la destruction du temple. C'est donc quelque chose de très très lourd, c'est pour ça que je m'étends beaucoup. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, l'Ukraine a été, c'est pas exactement annexée, mais mise sous tutelle de la Pologne. Avant, nous avons parlé de la Lituanie. Pologne et Lituanie forment un seul État, suite à des mariages entre les princes et les princesses, etc. L'Ukraine, elle est mise sous tutelle de la Pologne pour partie aussi de la Russie. Et les Polonais entreprennent de coloniser l'Ukraine. Alors, on envoie du monde, évidemment, et pas mal de Juifs de Pologne s'installent en Ukraine. On trouve en Ukraine, avant 1569. 1569, c'est la date, pour faire simple, de l'annexion de l'Ukraine par le traité de Lublin. On trouve en 1569 à peu près 4000 Juifs répartis dans 24 localités en Ukraine. Ce n'est pas beaucoup, c'est un très petit chiffre. Moins de 100 ans après, 80 ans après, 1648, on trouve 51 000 Juifs répartis dans 115 localités. C'est donc une grosse communauté. Alors, quelques Juifs vont s'installer en Ukraine comme colons polonais, donc ils vont acheter des terres et puis s'installer comme agriculteurs. Mais pour le pouvoir polonais, il est plus important de ramener de la main-d'œuvre vers l'Ukraine, et on ramène des Polonais, et puis on va voir tout de suite une autre catégorie d'ouvriers, plus des Juifs qui sont dociles et qui sont surtout utiles pour le commerce, pour l'administration, pour la gestion. Alors, le problème, c'est que sur ces terres d'Ukraine, nous sommes dans la moitié
ouest de l'Ukraine, celle qui est collée à la Pologne. Mais il y avait déjà des gens qui habitaient. Ah, c'est ennuyeux, mais il y avait des gens qui étaient là, des paysans et des Cosaques. Alors, les Cosaques, on va en parler beaucoup. La plupart de ces Cosaques étaient éleveurs de chevaux nomades ou semi-nomades. Et ça, c'est une chose. Pour les nouveaux immigrants polonais, la vie n'est pas facile en Ukraine. La terre est dure, le climat est dur, l'existence est fruste. Les voisins sont hostiles et il y a des étendues désertiques. Quand on songe qu'aujourd'hui l'Ukraine est le grenier à blé d'une grande partie du monde, ben à l'époque c'était pratiquement un désert. Alors, vu l'hostilité des voisins, mais il fallait se défendre. Et le roi pousse les populations à se défendre à tel point que les Juifs vont construire des synagogues sous forme de forteresses avec un toit plat et des meurtrières et des créneaux pour pouvoir se défendre. Alors, leurs synagogues forteresses sont en bois ou en pierre et ils ont également le droit d'engager à leurs frais des gens d'armes. Pas les gendarmes à képi, des mercenaires, si vous voulez, pour les défendre. Et en 1626, on a 2 décrets du roi qui autorisent les Juifs de Luc à fortifier leur synagogue. De même, ils sont autorisés à fortifier la synagogue de Lublin et d'autres villes encore en Ukraine. Et en 1632, un nouveau roi monte sur le trône de Pologne qui s'appelle Ladislas IV, Vasa. Alors c'est un homme tolérant, ouvert, intelligent, et il aurait pu pacifier toute cette population, sauf qu'il fait une grosse erreur. Il aurait pu gagner la confiance des sujets ukrainiens, mais il commet une erreur, il se lance dans des guerres qui sont plus que douteuses. Il veut entreprendre une croisade contre les Turcs. Les Polonais sont catholiques, n'oublions pas, les Turcs sont musulmans, évidemment. Et entre les deux, on va trouver nos Cosaques qui sont orthodoxes. Et c'est une vraie guerre de religion qui va se dessiner, mais ça pour après. Alors, tout de suite, il se met à dos les Zaporogues, qui sont des Cosaques de la région du Dniepr. Les Zaporogues venaient de Zaporizhzhia, excusez mon polonais, il n'est pas très bon. Zaporizhzhia, qui est une ville dont vous entendez beaucoup parler aujourd'hui dans le conflit ukrainien. Et pourquoi il se met les Zaporogues à dos? Parce qu'il leur refuse toute représentation à la diète. Or, ces gens sont sous tutelle polonaise, ils veulent avoir leur mot à dire et participer aux prises de décision de la diète polonaise, ne serait-ce que quand ça concerne leurs problèmes à eux ou la situation de l'Ukraine. Cette participation leur est refusée et en plus, le roi de Pologne autorise les seigneurs, bon, ils n'ont pas besoin d'autorisation, à maltraiter les paysans qui sont des serfs, ne l'oubliez pas. Donc, il se met déjà ces Cosaques-là à dos. Alors, les Cosaques, c'est quoi? Ce n'est pas un groupe tout à fait homogène. Ils sont orthodoxes. Alors, je précise qu'ils sont orthodoxes parce que mon ami Israq m'a dit cette semaine, ouais, mais les Cosaques, ils étaient musulmans et leur comportement avec Chmelniki inspire exactement les musulmans d'aujourd'hui. Je lui dis, c'est pas exact, je vais quand même fouiller cette affaire-là. Et effectivement, les Cosaques, sauf les Tatars, je vous en parle tout à l'heure, étaient orthodoxes, mais pas catholiques, orthodoxes. Ça fait une grosse différence. Alors, ce n'est pas un groupe homogène, c'est plutôt un conglomérat, plus ou moins structuré de Tatars, de Slaves de l'Est. Les Slaves sont largement majoritaires, absolument. Et le plus souvent, ces Cosaques, ça c'est une source de problème, sont mercenaires pour la Pologne. Donc, ils défendent les frontières, ils protègent la Pologne, et en tant que mercenaires, ils bénéficient d'un certain nombre de privilèges, une bonne situation et une certaine considération. Le problème, c'est que dès qu'ils sont démobilisés, quand ils arrivent en fin de carrière, ils retournent brutalement à leur statut de serf en Ukraine. Évidemment, quand on a été considéré, correctement rémunéré, retourner à ce statut de serf, ce n'est pas très agréable. C'est une des raisons de la révolte des Cosaques. Alors, ils sont vassaux de la Pologne, évidemment, mais pour autant, les Cosaques, c'est un véritable État dans l'État. Ils arrivent à créer une armée, une véritable armée
composé d'une cavalerie importante et de milliers de serfs qui les rejoignent et pour se débarrasser du joug polonais. En tout, ça fait quelques dizaines de milliers de soldats. C'est beaucoup. Quelques dizaines de milliers de soldats. Voilà. Alors, tous ces hommes sont commandés par un hetman ou ataman, hetman, un chef, si vous voulez, qui siège à Trzemirov. J'ai réussi d'un coup. C'est une petite ville près de Kiev où est le fief des Cosaques. Et puis ils entrent en conflit avec la Pologne dans la partie de l'Ukraine dite pacifiée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? L'Ukraine, elle est en deux parties. Une partie sous influence russe, une partie sous tutelle polonaise. La partie de l'Ukraine sous tutelle polonaise est dite pacifiée parce que des Polonais sont venus, des nobles sont venus, on a organisé des propriétés, des exploitations agricoles, et donc les Cosaques ukrainiens ont le droit de résider dans cette Ukraine pacifiée. Sauf qu'ils sont 40 000. Et puis brutalement, sous la pression des manias, qui sont les propriétaires de ce qu'on, je vous l'avais déjà expliqué, de ce qu'on appelle les latifundia, ces immenses propriétés agricoles qui s'étendent sur des milliers de hectares, qui sont très mal exploités, mais les Ukrainiens, les Cosaques ont le droit d'habiter. Il y a 40 000 droits de résidence en Ukraine pacifiée. Sauf qu'on réduit ce chiffre à 6 000. Donc 34 000 personnes sont, avec leur famille évidemment, sont fichues brutalement à la porte de l'Ukraine polonaise. Vous imaginez bien que ça ne va pas se passer sans douleur. Voilà. Alors, les latifundia qui ont été créés par des nobles polonais, ils ont acheté ces terrains pour une bouchée de pain, ils ne payent pas d'impôts là-dessus, ils n'ont pas de charges pour l'État, d'obligations, donc c'est une affaire qui roule pour eux, mais pas pour les Ukrainiens. Et là, les Cosaques, évidemment, ils ne sont pas très contents. Et nous allons avoir les premières insurrections cosaques en 1630, 37 et 38. Elles sont très facilement matées par l'armée polonaise, qui est quand même puissante, et suit là-dessus une paix dorée qui va durer une dizaine d'années, qui est très favorable aux propriétaires, qui sont heureux d'avoir chassé, entre guillemets, c'est leur expression, d'avoir chassé ces rustres dans leur terrier. Pas très sympathique comme façon de voir les gens. Alors, on a réduit le nombre de Cosaques autorisés à résider de 40 000 à 6 000 en 1625, et puis ils protestent. En 1637, vous allez voir, il y a des renversements d'alliances très rapides. En 1637, les Cosaques, soutenus par les Serbes, s'en prennent aux nobles. Aux nobles, c'est leur première victime. Ce sont des nobles. Et l'ennui, c'est que dans leur fureur, ils confondent les maîtres, dans leur haine, ils confondent les maîtres catholiques et les intendants juifs. Ah, évidemment, les intendants sont entre le marteau et l'enclume. Le maître, il demande un maximum de revenus. Les serfs sont obligés de travailler très très fort, et entre les deux, il y a les juifs qui sont obligés de gérer tout ça. Aux yeux de la population, ils sont responsables de cette situation catastrophique. Et donc, la haine contre les nobles va se retourner en même temps contre les juifs. Un chroniqueur écrit, et ça c'est intéressant, écoutez bien, le peuple grec, il ne parle pas des Cosaques, il parle du peuple grec, ce qui nous signifie en même temps qu'il s'agit bien d'une guerre de religion entre catholiques et orthodoxes. Le peuple grec était méprisé et abaissé par le peuple polonais et par les Juifs, même les humbles fils d'Israël, d'habitude eux-mêmes asservis, exerçaient sur eux leur pouvoir. Je peux imaginer qu'il y a eu des intendants, parce qu'ils étaient rémunérés d'après les bénéfices, qui n'ont pas été toujours très sympathiques. Je peux tout à fait l'imaginer. Alors, grec contre orthodoxe contre catholique.
C'est important parce que ça sous-tend toute cette histoire. Et on arrive à notre grand ami Bogdan Chmielnicki. Alors, il réussit à unifier toutes ces petites tribus cosaques en une seule troupe. Et il s'allie aux Tatars de Crimée. Tatars qui sont musulmans, mais qui sont aussi des Serfs, dans la mesure où ils sont en Ukraine. Voilà, donc tout le monde se met ensemble, et ça se passe après l'association avec les Tatars, c'est après 1637. Les premières exactions commencent déjà avant, par les Cosaques orthodoxes. Et je vous donne une citation de Chmielnicki qui dit « Souvenez-vous des injures des Polonais et des Juifs, souvenez-vous de leurs oppressions, leurs méchancetés et leurs exactions. » Le ressentiment est féroce, c'est clair. On en veut aux nobles d'abord et aux Juifs ensuite. Il arrivait même que des églises soient affermées, c'est-à-dire que l'intendant juif avait autorité sur la fréquentation de l'église. Et donc, quand il y avait un baptême ou un mariage ou un enterrement, le serf chrétien devait demander l'autorisation à l'intendant juif de procéder à une cérémonie dans son église. C'est un petit peu amer quand même comme pilule. Voilà. Ça, c'est la situation. Alors, 1637, les Cosaques et les paysans s'en prennent aux nobles et ça commence par un incendie. On brûle à Kizmenko-Louvno, c'est en Ukraine donc, le couvent, c'est pas rien, le couvent, le château, l'église des Bernardins, donc on s'en prend vraiment au symbole catholique. Et également, ça va en même temps, tous les habitants qui vivent dans ces bâtiments et tout autour. Les nobles et les juifs. Et cette haine sera de plus en plus féroce, sanguinaire, vraiment. Sauf qu'il se passe des choses. Pour le moment, on en est là. C'est violent, c'est pas le pire. Il se trouve que les Tatars ont pénétré en Ukraine et un petit coin en Pologne. Je ne vous raconte pas cette histoire, ce n'est pas notre affaire. Seulement, le roi de Pologne, il est très inquiet de voir les Cosaques tatars, qui n'ont pas très bonne réputation, attaquer la Pologne. Alors, Ladislas IV, c'est avant 1637. Ladislas IV, le roi, entame des discussions pour demander l'aide des Cosaques. Et les discussions avancent bien, sauf que ces négociations sont très vite torpillées par les magnats polonais installés en Ukraine, parce que les Cosaques, ils ne peuvent pas les encadrer. Les Cosaques, les Cosaques sont prêts à s'allier avec le roi de Pologne, puisque s'ils travaillent pour lui, ils seront mercenaires, ils seront payés, ils seront considérés, ils auront des privilèges. Et ça leur permet de sortir de leurs conditions de serfs. Oui, mais les magnats d'Ukraine, les Polonais d'Ukraine, ne veulent pas les voir devenir mercenaires parce qu'ils savent ce qui va se passer quand ils reviennent en Ukraine. Donc, ils arrivent à torpiller toute cette négociation. Le plan échoue et en réalité, c'est suite à cet échec que la fureur des Cosaques va se déchaîner, vraiment se déchaîner. Ça commence par la révolte des Cosaques du Dniepr, qui sont menés donc par Chmielnicki. Ils sont suivis par des paysans Ruthen, c'est une partie de l'Ukraine. Du bas clergé orthodoxe, intéressant, le clergé va rentrer dans cette campagne de destruction et suivi des Tatars musulmans, parce que les Cosaques, dont les négociations ont échoué, vont trouver les Tatars en leur disant « Voilà ce que voulait faire le roi de Pologne, venez avec nous et on va se tailler un territoire. » Alors là, Chmielnicki accuse les Polonais d'être des colonisateurs. Il s'oppose évidemment à eux, mais rend surtout les Juifs responsables des exactions qui sont commises par les seigneurs contre les paysans. En fait, ils sont le relais, effectivement. Ils sont le relais des seigneurs. Je vous ai raconté l'histoire du Streimel et du Kikl. Il me semble vous l'avoir raconté.
mais je vous rappelle que les nobles polonais, influencés par Voltaire à la cour de Pologne, ont pris le vêtement des Français, la mode française, le haut de chausses et les bas blancs, et ont imposé aux Juifs leur tenue, un kittel et un streimel. Cela dit, ce streimel sacro-saint qui vient évidemment du Sinaï est la coiffe habituelle de tous les Cosaques, parce que c'est tout simplement un chapeau qui tient chaud. Et dans ces régions, il fait très froid. Voilà. Donc c'est quelque chose d'extrêmement répandu, et c'est pas de quoi en faire une Torah et tout un bazar. C'est une tenue de goyim polonais que les Juifs se sont vus imposer. C'est pas la peine de faire une idolâtrie du Streimel. Mais je ferme la parenthèse. Voilà, alors on continue. Il considère, Chmielnicki, que les Juifs, les fermiers ou les intendants, parce qu'il y a des Juifs qui ont des terrains, je vous l'ai dit, qui se sont installés, sont les alliés objectifs des nobles polonais. Alors on attaque les Polonais, évidemment, et on en profite au passage pour massacrer les Juifs et prendre leurs biens. Ce n'est pas une petite affaire, vous allez voir. Les Zaporogues. Alors les Zaporogues, je vous ai dit, c'est une partie, un clan de Cosaques, avance et pénètre le centre et le sud-est de la Pologne. Ils sont arrivés très très loin. Ils détruisent tout sur leur passage. Et je vous signale que les Français ont un souvenir très cuisant des Cosaques qui sont venus en France dans les années 42-43, c'était des alliés des Allemands, et qui ont fait de sacrés massacres dans la région de Lyon et dans le sillon rhodanien. Mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, ils cassent tout, et surtout les communautés juives qu'ils rencontrent. Parfois, les Polonais ont livré des Juifs, évidemment, ça ne leur pose pas de grands problèmes, pour tenter de se sauver eux-mêmes. Parfois, ils ont résisté aussi. Certains Juifs sont morts, on peut dire, pour Kiddush Hashem, parce qu'ils n'ont rien fait, mais beaucoup d'autres sont morts les armes à la main, se sont battus, se sont défendus. Et quelques petites histoires. À Nemirov, les Cosaques ont brandi un drapeau polonais pour leurrer les résistants, les défenseurs de la ville. Donc les Juifs, ils ont ouvert la porte. Ça fait un petit détail, 6000 morts, 6000 Juifs ont été assassinés en 24 heures à Nemirov. 6000, c'est un chiffre, hein, c'est pas rien. Et on est là au XVIIe siècle. C'est un chiffre. Des Cosaques sont arrivés à Lvov. Parfois, les Juifs ont été épargnés quand ils acceptent la conversion. Mais il n'y a pas beaucoup qui l'ont accepté. Sinon, il ne s'agit que de massacres indifférenciés de Juifs et de Polonais, sans prendre égard à la situation ou quoi que ce soit. Beaucoup de textes relatent une extermination massive, une extermination exceptionnelle, et on compare cette catastrophe à la destruction du deuxième temple. C'est vous dire combien c'était violent. Je vais juste vous lire un petit rapport, un petit passage qui a été rédigé dans une chronique qui s'appelle Yeven Metsula par Nathan Hanover à Venise en 1653. La date est importante, 1653, c'est très peu de temps après les massacres de Chmielnicki. Et donc, c'est véritablement une relation de première main, et c'était quelqu'un, visiblement, qui était sur place. Et il y a deux petites parties. La première partie, il raconte un petit peu les exactions qui ont été commises. Vous verrez que le Hamas, ça a été du même tonneau. On égorgeait des nourrissons dans les bras de leur mère, on ouvrait les ventres de femmes enceintes et on en extrayait le bébé, avec lequel on fouettait le visage des mères. D'autres femmes, on leur ouvrait le ventre, on mettait à l'intérieur un chat vivant et on leur coupait les bras pour qu'elles ne puissent pas se défendre. Vous imaginez ce que c'est, un chat vivant dans le ventre d'une femme. Et puis, c'est vraiment, ce sont des choses vues, visiblement. Et il rapporte la chose suivante. Les chefs des communautés d'Ostrog
décidèrent qu'aucun juif ne devait rester dans cette ville, ni à Mézérich, car l'ennemi n'était qu'à 2000. Et nous n'étions pas certains de ne pas être attaqués par les habitants orthodoxes locaux. Nous n'étions pas certains. Donc, c'est quelqu'un qui était sur place, ce Hanover. Il était sur place et il a pu partir. Nous verrons que beaucoup de Juifs sont partis vers la Bohème, la Moravie, l'Allemagne et l'Italie, ce qui fait qu'on retrouve des Juifs allemands à Venise, notamment dans le ghetto. Donc voilà, nous n'étions pas certains de ne pas être attaqués par les habitants orthodoxes. Et la fuite recommença. Celui qui avait cheval et charrette partait à cheval, celui qui n'en avait pas partait à pied avec femme et enfants, abandonnant maison et biens. Ce samedi-là, les charrettes attelées avançaient en 3 rangs le long de la route d'Ostrog à Dubno, s'étirant sur 7000. En cours de route, nous avons été rejoints par 3 cavaliers, le juif Moshe Tsorev d'Ostrog et 2 pannes polonais. Je n'ai pas trouvé ce que c'est un panne, j'en sais rien, ça doit être un paysan, je ne sais pas, qui nous dirent « Pourquoi vous traînez-vous si lentement? Les ennemis nous rattrapent, ils sont maintenant à Mézérich, c'est à peine si nous avons pu nous sauver. » Une panique inouïe commença alors parmi nos frères, chacun cherchait à alléger sa charrette et jetait par terre objets en argent et en or, vêtements, livres, matelas et coussins, afin d'avancer plus vite et de sauver sa vie. Et c'est là que ça devient assez terrible, ce rapport. Nombre de femmes et d'hommes, cherchant à se réfugier dans les forêts et dans les cavernes, perdirent leurs enfants dans leur désarroi. Donc, vous imaginez, si on en arrive à perdre son enfant, la terreur que devaient inspirer les Cosaques à ces familles juives qui fuyaient les massacres. Voilà. Alors, d'autres petites histoires qui tournent autour de ça, à Tulsin, en Podolie. Les Polonais et les Juifs sont réfugiés dans une forteresse et concluent un pacte. Nous allons combattre ensemble les Cosaques. Sauf que les Polonais ont passé un accord en sous-main avec les Cosaques. On aura la vie sauve, on vous laisse la vie sauve, si vous nous livrez les biens des Juifs. L'accord est conclu, aucun problème. Les Polonais livrent les Juifs qui seront immédiatement exterminés par les Cosaques avant d'être, bonne punition, eux-mêmes massacrés par ces Cosaques. Mais ça a coûté du monde. À Korsun, 500 Juifs, hommes, femmes et enfants, alliés aux Manias. Ça, c'est important parce qu'on a toujours cette protection quelque part des nobles, pas de la population, mais des nobles. Donc 500 Juifs alliés aux Manias, le duc Jérémy Wisniewski, ont eu la vie sauve grâce à lui qui les a protégés dans un château. À Tarnopol, le comte Jean Tarnowski avait donné des privilèges aux résidents juifs, comme dans tous ces villages. Ils fortifièrent leur synagogue et résistèrent aux attaques des Cosaques. Voilà un village où les Juifs s'en sont sortis, mais en se battant. Prier, c'est très bien, mais ça ne suffit pas tout à fait apparemment. 1648 est une année de terrible tuerie. Et la période 1648-1658, c'est 10 ans, est appelée la période des 10 pogroms. Le plus important étant celui de 48. Les chroniqueurs juifs parlent de juifs enterrés vivants, de peaux arrachées, de pieds coupés, d'enfants égorgés, de femmes embrochées et rôties, de femmes violées devant leur mari. Est-ce que cette énumération vous rappelle quelque chose d'assez récent? On n'a pas vu autre chose ici. C'est la même chose. Alors là, nous sommes au XVIIe siècle, c'est inexcusable. Et à Gaza, nous étions au XXIe siècle. C'est encore moins excusable. Donc, je continue. À la mort de Ladislas IV, en 1648, lui succède Jean Vasa. Alors, une trêve est conclue avec Chmielnicki. Elle ne va pas durer très très longtemps parce qu'imaginez-vous que l'empereur d'Autriche, mais surtout le pape Innocent X, furieux contre les orthodoxes,
envoie des renforts et pour attaquer les Cosaques aidés par les Tatars musulmans. Ah, les papes, c'est un grand moment. Le nôtre actuel, il est pas mal non plus, hein. Disant que l'élimination de Nasrallah était immorale. Je pense qu'il devrait se regarder dans une glace pour savoir qu'est-ce qui est immoral. Je n'hésite pas à le dire parce que c'est vrai. Donc voilà, ça reprend. 1648, 49, pardon, les massacres se poursuivent, toutefois à une moindre échelle. Il y a beaucoup de pogroms, il y aura toujours des pogroms. À partir du milieu du XVIIe, il y aura constamment des pogroms en Pologne, plus ou moins importants. Il y a des périodes extrêmement violentes, d'autres qui le sont moins. Quelques juifs prisonniers des Tatars ont été vendus au marché des esclaves de Constantinople, mais immédiatement rachetés par la communauté de juifs séfarades turcs. Donc ça, c'est Pidyon Shvuim traditionnel, on rachète nos esclaves. En 1654, nous sommes là 6 ans après, Chmielniki se range sous protectorat moscovite. Donc il bascule du côté russe. On va encore en entendre parler, mais beaucoup, beaucoup moins. Il va encore faire des sales coups contre les Juifs, mais c'est quand même beaucoup moins important. Il bascule du côté riche et le tsar Alexandre, avec l'aide des Cosaques, attaque la Pologne. C'est la guerre russo-polonaise et il va pénétrer jusqu'à Vilna. Évidemment, les communautés juives ont souffert au cours de cette guerre russo-polonaise. Je ne vous raconte pas cette guerre, ce n'est pas notre affaire. Sachez simplement que pendant cette guerre, les Juifs n'ont pas été à la fête non plus. Et puis, de l'autre côté, vers l'ouest, il y a un roi, le roi Charles X Gustave de Suède, qui envahit la Pologne. Alors là, on rentre dans l'histoire de la Pologne que je ne vous raconterai pas en détail non plus, parce que c'est quelque chose d'effarant. Ça change tout le temps, tout le temps. En tout cas, le roi de Suède attaque la Pologne, il conquiert Varsovie, il arrive très très loin. Les batailles se succèdent avec leur cortège de victimes, évidemment. C'est la guerre de tous contre tous, les Suédois contre les Polonais, les Ukrainiens contre les Russes contre les Ukrainiens contre les Suédois. C'est un vrai méli-mélo. Je vous passe ces détails, c'est pas l'histoire des Juifs, ça, c'est l'histoire de la Pologne. Mais sachez simplement que quand il y a des guerres comme ça, évidemment, les communautés trinquent dedans, trinquent terriblement. Et le tsar envahit la Russie blanche et la Lituanie. N'oublions pas que la Lituanie, c'est un seul pays avec la Pologne, il y a un accord. Et évidemment, il s'en prend aux Juifs. Les Suédois occupent Varsovie, Cracovie. Ils sont plus policés, les Suédois, dans un premier temps. Ils sont quand même un petit peu plus normaux dans leur comportement. Ils ont d'autres usages. Et entre autres, au lieu de tuer les Juifs, ils se ravitaillent chez eux. Ah, c'est très bien. Sauf que, quand les Polonais reviendront, on accusera les Juifs d'avoir trahi la Pologne et il y aura énormément d'exécutions sommaires de Juifs polonais qui ont tout simplement travaillé avec les Suédois parce que les Suédois réclamaient des produits. Voilà. Après la période 1648-1658, pratiquement aucune communauté juive de Pologne, Lituanie, Ukraine n'est indemne. Certaines ont totalement disparu. Il n'y a plus aucun juif sur la rive gauche du Dniepr. Sur la rive droite, il en reste un tout petit peu. Alors, ça, c'est les zones frontalières. C'est-à-dire, voilà, si je vous montre cette carte, on se bat là, tout autour, essentiellement tout autour. Mais vers le centre de la Pologne-Lituanie, là, les atteintes aux communautés sont beaucoup moins importantes. Elles sont beaucoup moins touchées et s'en sortent beaucoup, beaucoup mieux. Toujours est-il qu'on estime les victimes, il y a beaucoup d'estimations. Les plus probables sont entre 150 et 180 000 juifs qui ont été massacrés par Chmielniki et sa bande de Cosaques.
Dubnov écrit le nombre de victimes dépassait tous les résultats des catastrophes des croisades et de la peste noire en Europe occidentale. Or, vous avez tous bien en tête les histoires des croisades et les histoires de la peste où on accusait les Juifs d'avoir empoisonné les puits. Eh bien, les deux ensemble, ça fait moins de victimes que Chmielniki en Pologne, Ukraine. C'est quand même un chiffre impressionnant. 700 communautés ont été totalement ou partiellement détruites. Alors, ça évolue. Jean Casimir, le roi, accorde l'autonomie totale à l'Ukraine. En 1667, nous sommes là donc 20 ans après les massacres de Chmielniki, la moitié est de l'Ukraine est cédée à la Russie. L'autre partie, la Podolie et la Volhynie, restent sous tutelle polonaise et l'Ukraine va se repeupler lentement et les communautés juives vont se reformer en Ukraine. On retourne sur place. Alors, les Suédois ils mettent la survie de la Pologne en danger et il va y avoir un moment où presque tout le territoire polonais sera conquis par les Suédois, à l'exception de Gdansk et Lvov. Et là, les soldats suédois sont un peu moins sympathiques. Ils violent et ils pillent tout ce qu'ils peuvent, sans s'en prendre spécifiquement aux Juifs. Pas ça leur problème, c'est voler tout ce qu'on peut voler. Puis un retournement de situation. Le roi de Pologne s'engage à alléger le servage des paysans polonais par un serment à la Vierge de Częstochowa. Et cette Vierge de Częstochowa, c'est la patronne de la Pologne. Donc, un serment du roi à cette Vierge, c'est quelque chose de sacro-saint et on peut faire confiance qu'il appliquera ce qu'il a dit. Et avec l'aide de la Lituanie, qui sont associés, Varsovie est reprise, le roi de Suède recule et se dirige vers le Danemark. La Pologne noue des alliances avec les Cosaques, quelques-uns seront même anoblis. Alors il y a encore quelques soubresauts quand même dans des coins un peu plus reculés, jusqu'à la fin de la période du déluge contre les Polonais et les Juifs, qu'on appelle en polonais le potop. Voilà. Alors, par contre, la Pologne cesse d'être une grande puissance. Les coups portés aux Juifs ont été vraiment fatals. Ils ont été les premières victimes désignées des massacres avec les nobles, évidemment. Et ce qui est terrible, surtout, c'est que ceux qui faisaient leur base économique, la base économique de leur existence, est beaucoup plus fragile que la base économique des autres classes sociales. Alors, évidemment, les serfs, ils ne sont pas très riches, mais au moins, c'est du solide. Les Juifs, ils sont intendants. Les nobles vont perdre une partie de leur latifundia parce que la Pologne va perdre 25% de son territoire. Et donc, les Juifs perdent leur situation. Et un Juif qui est intendant donne du boulot à un apiculteur, à un cabaretier, à un savetier, à un cordonnier. Et donc, toute cette chaîne s'écroule et les fortunes, ou pas la fortune, la situation économique des Juifs va se dégrader. C'est de cette époque, milieu du XVIIe siècle, que date cette image tout à fait exacte de l'extrême pauvreté des Juifs de Pologne. Alors, pas tout à fait exact, parce que dans les villes, on va trouver, ce n'est pas l'objet maintenant, mais on trouvera des familles juives polonaises très fortunées. Il y en a dans les villes. Mais l'essentiel de la communauté se situe dans les shtetl, dans les villages, et là, il y a vraiment une très, très grande misère qui remonte à ce milieu du XVIIe siècle. C'est-à-dire que du Xe au XVIIe siècle, les Juifs ont très bien vécu en Pologne, ce que très souvent on ne sait pas. Donc, je le rappelle, c'est après que ça va se dégrader. Ils ne se remettront jamais de cet épisode de Chmielniki, mais il y a d'autres malheurs qui vont tomber sur la tête de la Pologne. Les arianistes. Alors, les arianistes, c'est une hérésie chrétienne. Je ne rentre pas dans le détail théologique, ce n'est pas important. Les arianistes sont arrivés en Pologne vers 1550 et ils vont être expulsés par les Suédois.
mais bien que persécutés, ça ne les empêche pas de s'en prendre aux Juifs et de demander leur expulsion, de même que celle des païens, en se basant sur le fait que les Juifs ont aidé les Suédois et donc c'était des traîtres au pays. Et puis, également, ils ont condamné Jésus, il ne faut pas l'oublier. Et ils sont encouragés dans cette position par les jésuites. Alors vous allez voir un événement, mais un événement très lourd de conséquences. Les jésuites en rajoutent une couche, ils accusent un juif italien d'avoir écrit un pamphlet contre la Vierge. Alors ce juif italien habite en Pologne et il est exécuté. Bon, très bien. Sauf que ça provoque une telle agitation dans le pays qu'il a fallu au roi protéger les étudiants, les juifs et les luthériens, qui étaient véritablement dans le collimateur des masses populaires. Les municipalités et le roi lui-même vont s'en mêler et vont traduire en justice les agitateurs devant un tribunal en 1664. Ce qui n'empêche pas quelques mesures anti-juives et des pogroms. Même en Lituanie et en Biélorussie, où la situation est bien meilleure, les paysans orthodoxes harcèlent les juifs. Et par exemple, à Gomel, ils se réfugient chez le starost et sont sauvés. C'est depuis là qu'on fait Birkat Gomel. Non, c'est une blague. Mais ça se passe à Gomel et le starost, donc le gouverneur, va protéger les juifs. Il n'y a pas que le gouverneur, les nobles et les magnats défendent les juifs aussi, parce qu'ils en ont besoin pour la gestion de leur latifundia, de leur propriété, et ils les défendent contre la fureur des paysans. À plusieurs reprises, le roi de Pologne défend les juifs contre Chmielnicki, qui fait encore quelques incursions, mais ça ne va pas très loin. Dans quelques endroits, des juifs fortunés ont sauvé leur vie et gardé leur maison grâce au paiement de rançon, et toujours grâce à l'appui des magnats qui les considèrent comme véritablement indispensables à la gestion de leurs propriétés. Mais à Vilno, par exemple, Vilno est occupé par les Russes et un millier de Juifs vont être massacrés en 1665. Nous sommes là quand même presque 20 ans après les premiers pogroms. Le quartier Zidowska est incendié. Je vous rappelle que Zidov, c'est juif. Donc le quartier juif de Vilna est incendié. Et on trouve une référence à cet événement dans un texte intitulé Be'er Agola, le puits de l'exil, qui décrit cette situation. Ce texte a été écrit par Moshe Rivkes d'Amsterdam en 1670, donc pareillement quelqu'un de contemporain des événements et qui tient les informations de première main. Certains chroniqueurs parlent de 2000 morts à Vilna. Alors, ça se situe peut-être entre les deux, entre 1000 et 2000. Je rappelle quand même que 2000 morts, ou même 1000 morts à l'époque, c'est un chiffre extrêmement important pour des communautés qui ne sont pas tellement démesurées. Cette période troublée de la Pologne et très désorganisée va durer de 1648 à 1667, avec un lot de guerres, de tueries, d'épidémies, de famines, de destruction de l'économie. Et puis, peu à peu, au bout d'une vingtaine d'années, le calme va revenir, le trésor royal est sauvé de justesse et l'ordre difficilement rétabli, mais rétabli. Le déluge, le potop, s'achève sur d'énormes pertes pour la Pologne, notamment territoriales. La Pologne avait 1 million de kilomètres carrés en 1550, en 1667, elle n'a plus que 730 000 kilomètres carrés. Donc, elle a été sérieusement amputée d'un quart de son territoire. La population est inférieure à 8 millions d'habitants, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Et il y a eu des dizaines de milliers de victimes. Voilà le bilan de 20 ans d'attaques cosaques et de troubles à l'intérieur de la Pologne. Les historiens juifs, alors il y a des chiffres les plus fantaisistes qui circulent,
Je vous rappelle le chiffre que je vous ai donné, entre 150 et 180 000 victimes, c'est déjà beaucoup. Ça représente 30 à 40% de la population juive de Pologne. Quand même vous donner une comparaison, les massacres nazis ont exterminé 92% de la population juive de Pologne. Donc, c'est en proportion, c'est un nombre beaucoup bien inférieur à celui des nazis, mais cela dit, Chmielniki reste dans la mémoire des Juifs de Pologne un épisode tout à fait dramatique, fondamental de leur histoire et qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Voilà. Alors, les Juifs d'Ukraine, eux, ont été décimés, littéralement. En Pologne, c'est quand même moins grave. Et les centres juifs de Volhynie, de Lituanie et de Pologne, beaucoup d'entre eux, réduits ensemble. Selon Nata Hanover, cet homme a écrit un grand texte, je vais vous en parler tout de suite. Des réfugiés vont émigrer vers la Moravie, la Bohême, l'Allemagne et l'Italie, ce que je vous ai dit avant, et il a rédigé une longue lamentation, Xéra, sur la persécution qui a eu lieu en Pologne-Ukraine. Les faits qu'il rapporte sont strictement confirmés par un historien juif qui s'appelle Mayer Balaban, qui est à peu près contemporain un tout petit peu plus tard, et puis surtout un grand historien dont je vous ai souvent parlé déjà, Simon Dubnov, dans son précis d'histoire juive. Tout ce que raconte Hanover dans sa Xéra est confirmé par les historiens. La longue cohabitation pacifique entre les Juifs et les chrétiens polonais est révolue. Donc, de grosso modo, même avant 1000, en 940-950, jusqu'en 1650, c'est-à-dire pendant 700 ans, une très belle cohabitation entre les populations polonaises et juives, une belle situation économique pour les Juifs, beaucoup d'autonomie, et tout se termine par ces massacres de Chmielniki. C'est une rupture radicale telle que l'a définie Daniel Tollet, un autre historien. Et puis il y a un nom que vous connaissez, qui était tout à fait sur le devant de la scène à l'époque de Gdansk et de Walesa et de Jaruzelski. Il était ministre, il s'appelait Bronisław Geremek. C'est un historien polonais, et il dit que la Pologne des Jagellons était un immense territoire qui allait de la Baltique à la mer Noire. C'était le plus grand pays d'Europe. Et les puissances étrangères sont intervenues dans les affaires internes de la Pologne pour la dépecer. Les Russes, les Suédois, les Allemands, les Autrichiens rêvaient de se la partager. Et le Moyen-Âge va se terminer sur une véritable tragédie. Et nous verrons un petit peu plus tard que la Pologne va carrément disparaître de l'échiquier politique, ceci en 1795. Voilà, alors je voulais encore vous raconter l'histoire de Rabbi Nathan Spira. Ce n'est pas parce que c'est un cousin germain, j'ai certainement rien à voir avec ce monsieur. Il se trouve que c'est un personnage très intéressant, mais je crois que là, on arrive au bout de notre heure d'entretien, parce que ça prend quand même un petit moment de vous raconter cette histoire. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Sachez que ce monsieur, il y a eu plein de polémiques entre Rabbi Eibeshütz et Rav Emden. C'est toute une histoire que je ne vous raconterai pas maintenant. Et Eibeshütz se disait inspiré par Rabbi Spira. En fait, il est né d'un Spira, mais ce n'est pas le même. Et il y a eu confusion. Et dans l'histoire, on a traité Eibeshütz de tous les noms, Emden également, une histoire très compliquée qui mêle Sabtai Tzvi, qui mêle des kabbalistes, enfin, comme une histoire qu'on ne peut en trouver que chez nous, mais qui est basée sur, évidemment, de la philosophie et de l'intérêt à la chose juive. Ce sera pour la prochaine fois. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Alors, la prochaine fois, quand même, c'est dans 15 jours, figurez-vous. C'est qui Yom Kippour, c'est Shabbat. Et le lundi qui suit, eh ben, on fait court. Il n'y a pas de vacances, mes amis. C'est avant Sukkot, donc il n'y a pas trop la moitié de Sukkot, il n'y a rien.
2 jours après Kippour, on se retrouve. Et en attendant de se retrouver, je vous souhaite à tous Shana Tova, une année de paix, de santé et de joie pour tout le monde. Voilà, maintenant, si Toda vous Rabba, avez des merci beaucoup, questions, Georges. vous ouvrez vos micros. Shana Tova, Mituka, vous pouvez ouvrir vos micros pour Toi, réagir. Johan, et merci pour ta présence pendant les cours. Vesimcha. Tova, Tu es un merci grand fidèle. beaucoup. Et formidable. Bravo. Meilleur vœu. Que ça Shana puisse- Tova. Shana Tova, je ne sais pas qui Shana parle, mais ça ne Tova. fait rien. Shana Tova. Shana Bonsoir. Tova. Shana Tova. Shana Tova à tout le monde. Kution Tov. Kution Tov. Futur. Un petit Chassim Tov. Oui. Shana Tova, les couleurs. Ja, Gittus jaar Ah, c'est quoi ça? Il y a pour tout le monde, hein, à Gityour, à Gityantev, Chassim Tov et Shana Tova. Comme ça, tout Et le il monde avait- a un petit bout. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'être présents. À bientôt. Bonsoir Françoise. Shana Tova. Shana Tova.